Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Ah oui, Cette fois-ci, on s'attaque à un sujet brûlant. oui. Une véritable bombe lâchée par Donald Trump concernant la guerre en Ukraine. Ces récentes déclarations ont fait l'effet d'un tremblement de terre sur la scène internationale. Oui, je suis d'accord. Et on est là pour décortiquer tout ça ensemble. Absolument. C'est un véritable séisme géopolitique. Oui. En quelques phrases, Trump a remis en question des alliances, ravivé des tensions et ouvert la porte à une multitude de scénarios, tous plus incertains les uns que les autres. Exactement. Accuser Zelensky d'être responsable de la guerre. Oui. Affirmer qu'un accord aurait pu être trouvé facilement. Et annoncer une rencontre prochaine avec Poutine. Oui. C'est plus une simple provocation. Non. Ça soulève un tas de questions cruciales. Tout à fait. Quelles sont les véritables motivations de Trump? Est-ce une manœuvre politique pour affaiblir Biden, un changement de stratégie sincère, ou une tentative risquée de redistribuer les cartes du jeu géopolitique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Exactement. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur les déclarations fracassantes de Trump lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago. Oui, allons-y. Il a notamment déclaré, je cite, « Un accord aurait pu être trouvé facilement. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce qui est frappant dans cette affirmation, » Oui. c'est qu'elle reprend à son compte un élément central de la propagande russe, l'idée que la guerre est la faute de l'Ukraine, et qu'elle aurait pu être évitée si Zelensky avait été plus conciliant. Trump va même plus loin en insinuant qu'un négociateur débutant aurait pu éviter le conflit. Oui. Il sous-entend donc que Zelensky a complètement échoué dans la gestion de la crise. Et ce n'est pas la première fois que Trump affiche son scepticisme quant à l'implication des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. Bon, c'est vrai. On se souvient de ses déclarations passées où il minimisait la menace russe et critiquait le soutien apporté à Kiev. On ne peut pas non plus ignorer l'ombre de la Russie qui plane sur la présidence de Trump. Non, bien sûr. Les enquêtes sur de possibles collusions n'ont jamais vraiment dissipé les soupçons. C'est vrai, et cette rencontre annoncée avec Poutine ne fait que raviver ces interrogations. Oui. Que se diront-ils réellement? Quels accords pourraient-ils passer? Est-ce le début d'un rapprochement entre les États-Unis et la Russie au détriment de l'Ukraine et de l'Europe? L'idée d'un rapprochement américano-russe est particulièrement inquiétante pour l'Europe. Oui. Imaginez un instant, les États-Unis principales, garants de la sécurité européenne, se retirent du jeu, Oui. laissant le champ libre à une Russie de plus en plus agressive. Et c'est justement le scénario catastrophe que redoute Macron. Oui. Son appel à un réarmement massif de l'Europe témoigne de cette inquiétude grandissante. D'accord. Il comprend que l'Europe ne peut plus se permettre de dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Mais est-ce que l'Europe est réellement capable d'assurer sa propre défense? Bonne question. Atteindre une autonomie militaire crédible prendra du temps. Et certains pays ne semblent pas prêts à faire les efforts nécessaires. C'est vrai, l'Europe est divisée sur la question du réarmement. Oui. Certains pays, comme la France et l'Allemagne, sont prêts à investir massivement dans leur défense. D'autres, plus réticents, préfèrent miser sur la diplomatie et le dialogue. Et cette division profite évidemment à la Russie. Poutine observe tout cela avec attention, prêt à exploiter la moindre faille dans l'unité européenne. Oui, c'est clair. On se retrouve donc face à un jeu d'échecs géopolitique extrêmement complexe et dangereux. Absolument. Et chaque mouvement de Trump a des répercussions sur l'ensemble de l'échiquier. Oui. Il faut donc analyser ses actions avec prudence, en tenant compte de tous les paramètres et des multiples interprétations possibles. On est d'accord? D'accord. Alors, avant de se lancer dans l'analyse des motivations de Trump, Oui. je propose de s'intéresser de plus près à l'impact de ses déclarations sur l'Ukraine. Allons-y. Zelensky se retrouve dans une position extrêmement délicate. Oui. Que peut-il faire face à cette situation? Eh bien, pour Zelensky, c'est un véritable cauchemar qui se profile à l'horizon. Oui. Il est confronté à une double menace, l'agression militaire russe d'un côté et le risque de perdre le soutien américain de l'autre. Continuer la guerre sans l'aide des États-Unis semble impossible. Oui. Mais négocier avec Poutine impliquerait certainement des concessions territoriales importantes, ce qui serait inacceptable pour une grande partie de la population ukrainienne. C'est un choix cornélien pour Zelensky. Il est pris entre le marteau et l'enclume et il n'y a pas de bonne solution. Et si Trump revient au pouvoir en 2024, la situation pourrait encore se dégrader. Ouais. On peut imaginer que l'aide américaine à l'Ukraine serait drastiquement réduite, voire totalement supprimée. Ce qui laisserait l'Ukraine totalement isolée face à la Russie. Oui. Un scénario catastrophe pour Zelensky et pour la stabilité de l'Europe. Alors, est-ce que Trump est conscient des conséquences potentiellement désastreuses de ses actions? Est-ce qu'il a réellement une stratégie globale ou est-ce qu'il joue simplement sa propre partition dans un jeu politique dangereux? C'est la grande question.
On peut se demander si Trump a une vision à long terme pour remodeler les alliances mondiales, ou s'il agit par pur opportunisme politique en misant sur le sentiment anti-guerre d'une partie de l'opinion publique américaine. Difficile de savoir ce qui se passe réellement dans la tête de Trump, mais il est clair que ces déclarations ont un impact considérable sur la scène internationale et qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Absolument, on est face à un véritable tournant géopolitique. Oui. Et l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe et du monde entier dépend en partie des choix que fera Trump dans les mois à venir. Alors, avant de passer à la deuxième partie de notre analyse, Oui. je vous propose de se pencher sur un aspect souvent négligé dans cette affaire, l'opinion publique américaine. Est-ce que Trump est réellement en phase avec les attentes des Américains? C'est une question complexe. Il est vrai qu'une partie de l'opinion publique américaine, notamment dans les milieux conservateurs, est opposée à l'interventionnisme américain et considère que les États-Unis dépensent trop d'argent et d'énergie dans des conflits lointains. Cette tendance isolationniste qui existait déjà avant Trump a été amplifiée par la crise économique et l'inflation qui frappe durement les États-Unis. Oui. L'argument selon lequel l'argent dépensé en Ukraine serait mieux utilisé pour aider les Américains à faire face à la crise trouve un écho de plus en plus important. C'est un argument cynique mais efficace. Oui. Trump l'utilise à son avantage, se présentant comme le défenseur des intérêts américains, celui qui mettra fin au gaspillage et qui ramènera la paix et la prospérité. Et pendant ce temps, l'Europe observe tout cela avec une inquiétude grandissante. Oui, l'Europe se retrouve face à un dilemme majeur. D'un côté, elle ne peut pas se permettre de rompre avec les États-Unis, son principal allié militaire et économique. Oui. De l'autre, elle ne peut pas non plus rester passive face à l'agressivité de la Russie et à l'imprévisibilité de Trump. C'est un véritable piège. Oui. L'Europe est prise entre le marteau et l'enclume. Exactement. L'Europe est confrontée à un choix difficile, renforcer ses liens avec les États-Unis, au risque de se retrouver embarquée dans une confrontation dangereuse avec la Russie, ou prendre ses distances avec Washington, au risque de se retrouver isolée et vulnérable face à Moscou. C'est un dilemme qui divise les Européens. Oui. Certains, comme Macron, plaident pour une plus grande autonomie stratégique de l'Europe, tandis que d'autres préfèrent miser sur le maintien du lien transatlantique. Ce débat sur l'avenir de l'Europe est crucial, et les déclarations de Trump ne font que l'accentuer. D'autant plus que l'Europe est elle-même confrontée à ses propres problèmes internes comme la crise économique, la montée des populismes et les divisions entre les États membres. C'est vrai, l'Europe est fragilisée de l'intérieur, ce qui la rend encore plus vulnérable aux pressions extérieures. Alors comment l'Europe peut-elle s'en sortir? Quelles sont les pistes de solutions pour faire face à cette situation complexe et dangereuse? Eh bien, il faudrait déjà que l'Europe parvienne à surmonter ces divisions internes et à parler d'une seule voix sur la scène internationale. Ce qui est loin d'être gagné vu les divergences de vues entre les États membres sur des sujets aussi importants que la défense, l'économie ou la politique étrangère. C'est vrai, mais il est crucial que l'Europe parvienne à trouver un terrain d'entente, car la désunion ne fait que profiter à ses adversaires. L'Europe doit aussi renforcer sa propre capacité d'action, que ce soit sur le plan militaire, économique ou diplomatique. Absolument, l'Europe ne peut plus se permettre de dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Oui. Elle doit développer ses propres moyens de défense et se doter d'une véritable politique étrangère commune. Et cela passe par une plus grande coopération entre les États membres, notamment en matière de recherche et développement d'industries de défense et de renseignement. Tout à fait, l'Europe a le potentiel pour devenir un acteur majeur sur la scène internationale, mais elle doit pour cela s'unir et investir massivement dans sa propre sécurité et son indépendance. Alors on se retrouve face à une situation extrêmement complexe, avec des enjeux colossaux et des risques importants. C'est vrai, l'avenir de l'Europe, et peut-être même du monde, se joue en ce moment. Alors pour conclure cette première partie de notre analyse, on peut dire que les déclarations de Trump ont agi comme un véritable catalyseur, révélant au grand jour les faiblesses et les divisions de l'Occident. Absolument, les cartes du jeu géopolitique sont en train d'être redistribuées, et l'issue de ce grand chambardement reste incertaine. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre analyse où on s'intéressera plus en détail aux motivations de Trump et aux différents scénarios possibles pour l'avenir. Oui, à bientôt. Reprenons le fil de notre analyse. Ce qui est fascinant avec Trump, c'est sa capacité à imposer un narratif simpliste, mais terriblement efficace du jour au lendemain. Zelensky est devenu le responsable du conflit aux yeux de certains. Oui, c'est un retournement de situation assez spectaculaire. Comment expliquer un tel succès pour cette rhétorique? Il faut reconnaître le talent de communicant de Trump. Il simplifie à l'extrême des situations complexes, créant des récits faciles à comprendre et à retenir. Et dans un monde saturé d'informations, ce genre de discours a un impact considérable.
Et cet impact se fait déjà sentir au sein de l'opinion publique américaine. On observe une montée du scepticisme quant au soutien apporté à l'Ukraine. Absolument, l'inflation et la crise économique pèsent lourd sur le moral des Américains. L'idée que l'argent dépensé en Ukraine serait plus utile pour soutenir les familles américaines en difficulté séduit de plus en plus de personnes. C'est un argument cynique, certes, mais il fait mouche. Exactement. Trump l'exploite à merveille, il se pose en sauveur de l'Amérique. Celui qui mettra fin au gaspillage et qui ramènera la paix et la prospérité. Et pendant ce temps, l'Europe se retrouve face à un dilemme cornélien. Elle ne peut pas se permettre de rompre avec les États-Unis, mais elle ne peut pas non plus ignorer la menace russe et l'imprévisibilité de Trump. C'est la quadrature du cercle pour les dirigeants européens, d'un côté. Ils sont conscients que l'Europe est encore trop dépendante des États-Unis pour sa sécurité de l'autre. Ils savent que Trump est capable de changer de cap du jour au lendemain, remettant en question des alliances vieilles de plusieurs décennies. Macron a appelé à un réarmement massif de l'Europe, mais est-ce vraiment une solution réaliste ? L'Europe a-t-elle les moyens de se défendre seule face à la Russie ? C'est un débat complexe qui divise les experts. Certains estiment que l'Europe a le potentiel pour devenir une puissance militaire crédible capable de rivaliser avec la Russie. D'autres pensent qu'il est illusoire de vouloir atteindre une telle autonomie militaire en si peu de temps. Il y a aussi la question de l'unité européenne. Est-ce que tous les pays membres sont prêts à s'engager dans un effort de réarmement coûteux et potentiellement dangereux ? C'est loin d'être acquis. On observe déjà des divergences de vues entre les pays membres sur la stratégie à adopter face à la Russie. Certains pays, comme la Pologne ou les pays baltes, sont en première ligne face à la menace russe et réclament une intervention plus musclée de l'autre. D'autres, comme l'Allemagne ou l'Italie, sont plus réticents à l'idée d'une escalade militaire. Et ces divergences risquent de s'accentuer avec les déclarations de Trump, qui ont jeté un froid sur les relations transatlantiques. Tout à fait, Trump a réussi à semer le doute et la méfiance au sein de l'Alliance Atlantique, ce qui affaiblit considérablement la position de l'Europe face à la Russie. On a beaucoup parlé de l'impact des déclarations de Trump sur les États-Unis et sur l'Europe. Mais qu'en est-il de l'Ukraine ? Quel est l'impact de cette situation sur le terrain ? Pour l'Ukraine, c'est un véritable drame qui se joue. Le pays est en proie à une guerre dévastatrice. Des millions de personnes ont dû fuir leur foyer. L'économie est en ruine et l'avenir est incertain. Et si Trump revient au pouvoir en 2024, on peut craindre que la situation empire encore pour l'Ukraine. Absolument, si Trump met ses menaces à exécution et coupe l'aide américaine à l'Ukraine, Zelensky se retrouvera dans une position intenable. Il devra choisir entre poursuivre une guerre impossible à gagner sans le soutien des États-Unis ou négocier avec Poutine en acceptant des concessions douloureuses. Dans les deux cas, ce serait une victoire pour Poutine. Exactement, Poutine a tout intérêt à diviser l'Occident et à affaiblir l'Ukraine, et les déclarations de Trump lui offrent une occasion en or pour atteindre ses objectifs. Alors face à cette situation extrêmement complexe et dangereuse, quelles sont les options possibles pour l'Ukraine ? Malheureusement, les options sont limitées. L'Ukraine a besoin du soutien des États-Unis et de l'Europe pour résister à l'agression russe. Sans ce soutien, elle risque de s'effondrer. Mais comment convaincre les Américains et les Européens de continuer à soutenir l'Ukraine alors que Trump et ses alliés s'efforcent de les dissuader ? C'est le grand défi pour Zelensky. Et ses alliés, il faut leur rappeler que la guerre en Ukraine n'est pas seulement un conflit régional, mais une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Europe entière. Il faut aussi souligner l'importance de défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme face à l'autoritarisme russe. C'est un combat difficile, mais il est essentiel pour l'avenir de l'Ukraine et pour la paix en Europe. Absolument, on ne peut pas abandonner l'Ukraine à son sort, il en va de notre crédibilité et de nos valeurs. Alors, pour conclure cette deuxième partie de notre analyse, on peut dire que l'Ukraine se retrouve dans une situation extrêmement précaire, prise en étau entre la Russie et un Occident divisé et hésitant. Oui, l'avenir de l'Ukraine est incertain et beaucoup dépendra des choix que feront les dirigeants américains et européens dans les mois à venir. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre analyse, où on explorera les différents scénarios possibles pour l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des implications géopolitiques des déclarations de Trump, mais il est important de ne pas oublier le coût humain de cette guerre derrière les cartes et les stratégies. Il y a des millions d'Ukrainiens dont la vie a été bouleversée par le conflit. Oui, on a tendance à l'oublier au milieu des analyses stratégiques et des calculs politiques. Des familles entières ont été déchirées, les villes sont en ruine et le traumatisme de la guerre marquera durablement la population ukrainienne. Absolument, les conséquences de ce conflit dépassent largement les frontières de l'Ukraine. La crise énergétique, l'inflation, les pénuries alimentaires, tous ces problèmes touchent le monde entier, nous rappelant l'interdépendance des économies et la fragilité de la paix mondiale. Face à une telle tragédie humanitaire, on se sent souvent impuissant, mais
quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour soutenir l'Ukraine et les populations touchées par ce conflit? Il existe plusieurs niveaux d'action. Tout d'abord, il est crucial de maintenir le soutien humanitaire à l'Ukraine, fournir de la nourriture, des médicaments, un abri aux millions de réfugiés. C'est une nécessité absolue. De nombreuses ONG et organisations internationales sont déjà mobilisées sur le terrain, mais leurs ressources sont limitées. Il est donc important de continuer à les soutenir financièrement et de sensibiliser l'opinion publique à la situation humanitaire en Ukraine. Parallèlement à l'aide humanitaire, il est essentiel de maintenir la pression diplomatique et économique sur la Russie. Les sanctions économiques, même si elles ne sont pas une solution miracle, ont un impact réel sur l'économie russe et peuvent contribuer à affaiblir le régime de Poutine. Mais ces sanctions ne risquent-elles pas de se retourner contre les pays occidentaux en aggravant la crise économique et énergétique? C'est un risque qu'il faut prendre en compte, mais il est important de peser le pour et le contre. Le coût économique des sanctions est certes important, mais il est incomparable avec le coût humain de la guerre et avec les conséquences géopolitiques d'une victoire russe en Ukraine. Et au-delà de ces actions immédiates, il faut penser à l'après-guerre. La reconstruction de l'Ukraine sera un chantier colossal qui nécessitera des investissements massifs et une coopération internationale étroite. Absolument. Il est essentiel de commencer à planifier dès maintenant la reconstruction de l'Ukraine en impliquant les Ukrainiens eux-mêmes dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire des infrastructures, mais aussi de reconstruire une société traumatisée par la guerre et de relancer l'économie du pays. On a beaucoup parlé des responsabilités de Trump et de Poutine dans cette crise, mais il est important de souligner que l'Europe a aussi sa part de responsabilité pendant des années. L'Europe a préféré fermer les yeux sur l'agressivité de la Russie, se contentant de discours creux et de sanctions symboliques. C'est vrai, l'Europe a fait preuve de naïveté et de complaisance envers Poutine, pensant pouvoir le raisonner avec des arguments économiques et des partenariats commerciaux. Cette politique a échoué et l'Europe paie aujourd'hui le prix de son aveuglement. Alors, quelles leçons l'Europe doit-elle tirer de cette crise? Que doit-elle faire pour éviter de répéter les erreurs du passé? L'Europe doit impérativement renforcer son autonomie stratégique, que ce soit sur le plan militaire, énergétique ou économique. Elle ne peut plus se permettre de dépendre des États-Unis pour sa sécurité, ni de la Russie pour son énergie. Et cela passe par une plus grande coopération entre les États membres, par des investissements massifs dans la défense et les énergies renouvelables, et par une politique étrangère commune plus cohérente et plus ferme face au régime autoritaire. Tout à fait, l'Europe doit enfin prendre conscience de sa propre puissance et de son rôle dans le monde. Elle a les moyens de devenir un acteur majeur sur la scène internationale, mais elle doit pour cela s'unir et s'affirmer avec plus de détermination. Alors face à cette situation complexe et incertaine, on peut se sentir découragé, voire désespéré, mais il est important de ne pas céder au fatalisme. Chaque action, même modeste, peut contribuer à faire la différence. C'est vrai, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la mobilisation citoyenne, de la solidarité internationale et de la diplomatie. La paix est un combat de chaque instant et nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. Et pour conclure cette plongée au cœur de l'actualité, je voudrais remercier notre expert pour son analyse éclairante et ses précieux conseils. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir de partager mes réflexions avec vous. J'espère que cette discussion vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette crise et de vous forger votre propre opinion. Restez informés, restez engagés et n'oubliez jamais que la paix est un bien précieux qu'il faut défendre sans relâche.